Chapitre 16. Un voleur dans la nuit. Les jours s'égrenaient lentement et péniblement. La plupart des nains passaient leur temps à faire le tri des objets dans la salle du trésor, et Thorin évoqua alors la pierre arcane de Thrain et leur ordonna vivement de la chercher dans tous les recoins. « Car la pierre arcane de mon père, dit-il, vaut plus à elle seule qu'une rivière d'or, et elle n'a pas de prix à mes yeux. Cette pierre, je la revendique entre toute autre chose, et quiconque la trouve et la garde pour lui-même connaîtra ma vengeance. » Bilbo entendit ces paroles et trembla intérieurement, se demandant ce qui arriverait si la pierre était découverte, enveloppée dans un vieux tas de guenilles qui lui servait d'oreiller. Mais il s'abstint tout de même d'en parler, car à mesure que la lassitude le gagnait, un plan avait commencé à se faire jour dans sa petite tête. Les choses continuèrent ainsi pendant quelque temps. Puis, les corbeaux revinrent avec des nouvelles. Dain et une compagnie de plus de 500 nains, partis en toute hâte des collines de fer, se trouvaient désormais à environ 2 jours de marche du Val. Ils arrivaient par le nord-est. « Mais ils ne pourront atteindre la montagne sans être aperçus, » dit Roach, « et je redoute un affrontement dans la vallée. Je ne dirais pas que ces auspices sont favorables. Malgré leur ténacité, ces gens ont peu de chances de vaincre l'armée qui vous assaille. Et même s'ils y parvenaient, qui gagnerait Vio? L'hiver et la neige les suivent à la trace. Comment allez-vous faire pour vous nourrir sans l'amitié et la bonne volonté des terres qui vous entourent? Le trésor risque d'être votre perte, même si le dragon n'est plus. » Mais Thorin resta de marbre. « L'hiver et la neige tourmenteront aussi les elfes et les hommes, dit-il, et ils regretteront d'avoir élu domicile dans la désolation. Avec mes amis sur leurs arrières et tout l'hiver devant eux, ils seront peut-être moins intransigeants. » Ce soir-là, Bilbo décida d'agir. Le ciel était noir et sans lune. Aussitôt la nuit tombée, il se rendit à une antichambre située juste derrière la porte et sortit de son sac une corde, de même que la pierre arcane enveloppée d'un chiffon. Puis, il grimpa sur le mur. Seul Bombur se trouvait là-haut, car c'était son tour de garde et les nains ne postaient qu'une sentinelle à la fois. « Il fait rudement froid, dit Bombur. Si seulement nous avions un feu comme il y en avait au campement. »« À l'intérieur, il fait assez chaud, dit Bilbo. »« Je n'en doute pas, mais je suis cloué ici jusqu'à minuit, ronchonna le gros nain. Toute cette histoire est un énorme gâchis. Non pas que j'ai l'audace de contredire Thorin, puisse sa barbe toujours s'allonger, mais s'il n'y a jamais eu un nain au cou raide, c'est bien lui. »« Pas aussi raide que mes jambes, dit Bilbo. J'en ai assez des escaliers et des couloirs de pierre, je donnerais gros pour sentir l'herbe sous mes orteils. Quant à moi, je donnerais gros pour me rincer le gosier avec un peu de boisson forte, et pour un lit douillet après un bon souper. Pour ça, je ne pourrai pas vous aider tant que nous serons assiégés. Mais cela fait quelque temps que je n'ai pas veillé. Je vais prendre votre tour de garde, si vous voulez. Je n'ai pas du tout sommeil ce soir. »« C'est un bon bougre, monsieur Bessac, et j'accepte votre offre avec plaisir. Mais s'il se passe quelque chose, n'oubliez pas de me réveiller avant de donner l'alerte. Je serai tout près, dans l'antichambre à gauche. Oust alors, je vous réveillerai à minuit et vous pourrez réveiller votre remplaçant. » Aussitôt que Bombur fut parti, Bilbo passa l'anneau à son doigt. Pas à son doigt. Il fixa la corde à une saillie, se laissa descendre le long du mur et disparut. Il avait environ 5 heures pour revenir. Bombur dormirait. Il pouvait s'endormir à tout moment, et depuis sa mésaventure dans la forêt, il essayait toujours de retrouver les merveilleux rêves qu'il avait visités alors. Et tous les autres étaient en bas avec Thorin. Aucun d'entre eux, même Fili ou Kili, n'était susceptible de se présenter en haut du mur sans que ce soit son tour. Il faisait très noir, et lorsqu'il quitta le chemin nouvellement aménagé pour descendre vers la rivière en contrebas, la route lui parut soudain très peu familière. Il parvint enfin au coude où il devait traverser l'eau, s'il voulait se rendre au campement, ce qui était précisément son intention. Les eaux de la rivière étaient peu profondes, mais son lit était déjà large, et le petit hobbit eut du mal à le franchir à gué dans l'obscurité. Il était presque sur l'autre rive lorsqu'il perdit pied sur une pierre ronde et tomba dans l'eau froide avec un grand éclaboussement. Il venait tout juste de se hisser sur la berge, frissonnant et crachotant, quand des elfes arrivèrent, alertés par le bruit, en s'éclairant de brillantes lanternes. « Ce n'était sûrement pas un poisson, » dit l'un d'entre eux. « Il y a un espion parmi nous. Cachez vos lampes, elles risquent d'être plus utiles pour lui que pour nous, si c'est l'étrange petite créature qui passe pour être leur serviteur. »« Serviteur mon œil !» fit Bilbo avec un reniflement incrédule. Et au même moment, il éternua avec bruit, ce qui attira tout de suite les elfes sur lui. « Un peu de lumière, dit-il. Je suis ici si vous me cherchez. » En retirant son anneau, il surgit de derrière un rocher.
Ils eurent vite fait de l'attraper, malgré leur stupéfaction. « Qui êtes-vous ? Êtes-vous le hobbit des nains ? Que faites-vous là ? Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici sans être repéré par nos sentinelles ?» demandèrent-ils l'un après l'autre. « Je suis monsieur Bilbo Bessac, répondit-il, le compagnon de Taurine, si vous tenez à le savoir. Je connais bien votre roi, même si lui ne m'a probablement jamais vu. Mais Bard se souviendra de moi, et c'est surtout avec lui que j'ai décidé de m'entretenir. »« Voyez-vous ça, firent-ils, et quel peut être le but de votre visite ? Quel qu'il soit, ça ne vous regarde pas, mes bons elfes. Mais si vous souhaitez un jour regagner vos forêts et quitter cet endroit triste et froid, répondit-il avec un frisson, vous me conduirez vite à un feu où je pourrai me sécher. Puis vous me laisserez parler à vos chefs aussi vite que possible. Je ne dispose que d'1 heure ou 2. Les températures ont baissé, mais il faut continuer à boire. Ainsi donc, quelques 2 heures après avoir faussé compagnie aux nains, Bilbo fut installé devant une grande tente à la chaleur du feu, et 2 autres étaient assis là, qui l'observaient avec curiosité. Le roi elfe et Bard. Un hobbit vêtu d'une cotte de mailles elfique, en partie enveloppée d'une vieille couverture, c'était pour eux une nouveauté. « Enfin, vous savez bien, expliquait Bilbo en prenant sa contenance la plus sérieuse, cette situation me désespère. Personnellement, j'en ai assez de toute cette histoire. J'aimerais bien être de retour dans l'Ouest, chez moi, où les gens sont plus raisonnables. Mais j'ai des intérêts dans cette affaire. Une part d'un 14e, pour être précis, d'après une lettre que je crois avoir conservée, fort heureusement d'ailleurs. » Il retira d'une poche de sa vieille veste, qu'il portait encore par-dessus son armure, un bout de papier froissé et plié de nombreuses fois. C'était la lettre de Taurine qu'il avait trouvée en mai sous la pendule de sa cheminée. « Une part des profits, remarquez, poursuivit-il, j'en suis bien conscient. Pour ma part, je ne demande qu'à examiner soigneusement chacune de vos revendications et à déduire la somme qui s'impose avant de réclamer ma part. Toutefois, vous ne connaissez pas Taurine l'Écu des Chênes comme je suis venu à le connaître. Je vous assure qu'il est tout à fait prêt à rester assis sur son or et à se laisser mourir de faim, tant et d'aussi longtemps que vous resterez ici. »« Eh bien, tant pis pour lui, répondit Bard. Quelqu'un d'aussi borné mérite de mourir de faim. »« Tout à fait, dit Bilbo. Je comprends votre point de vue. D'un autre côté, l'hiver approche à grands pas. Bientôt vous serez ensevelis sous la neige et tout l'approvisionnement sera difficile, même pour des elfes, j'imagine. Et il y aura d'autres difficultés. Avez-vous entendu parler de Dain et des nains des collines de fer ? » ?»« Certes, il y a longtemps. Mais que vient-il faire dans cette histoire ? » demanda le roi. « C'est bien ce que je croyais. Je vois que je possède des renseignements que vous n'avez pas. Dain, je peux vous l'assurer, ça se trouve, ça se dit Dain. Se trouve en ce moment à moins de 2 jours de marche, avec au moins 500 nains prêts à se battre. Bon nombre d'entre eux ont combattu dans les horribles guerres entre nains et gobelins, donc vous avez sans doute entendu parler. Les choses risquent de s'envenimer quand ils arriveront. Pourquoi nous dites-vous cela ? Êtes-vous en train de trahir vos amis, ou est-ce votre façon de nous menacer ? Demanda Bard avec sévérité. Mon cher Bard, s'écria Bilbo d'une voix aiguë. Pas si vite. A-t-on jamais vu des gens aussi méfiants ? J'essaye seulement d'éviter des ennuis à toutes les parties concernées. Maintenant, laissez-moi vous faire une offre. Nous sommes toutes oui, dirent-ils. Regardez plutôt, répondit-il. La voici. Et il sortit la pierre arcane et la débarrassa de son voile. Le roi elfe, lui-même, dont le regard avait l'habitude des choses merveilleuses et belles, se leva avec stupéfaction. Même Bard, envoûté, la regarda en silence. C'est comme si une sphère avait été remplie du clair de lune, puis suspendue devant eux dans un scintillant réseau de toiles givrées. « Voici la pierre d'arcane de Train, dit Bilbo, le cœur de la montagne, et c'est aussi le cœur de Taurine. Elle vaut plus à ses yeux qu'une rivière d'or. Je vous la donne. Elle vous aidera dans vos négociations. » Alors Bilbo, non sans un frisson, non sans une pointe de regret, baissa les yeux vers la fabuleuse pierre et la tendit à Bard, et ce dernier la tint dans sa main, médusée. « Mais comment se fait-il qu'elle soit vôtre ?» demanda-t-il enfin avec un effort. « Eh bien, balbutia le hobbit mal à l'aise, elle n'est pas exactement à moi, mais voilà, je suis prêt à concéder tous mes droits en échange, voyez-vous. Je suis peut-être un cambrioleur, à ce qu'on dit. Personnellement, j'en ai jamais été réellement convaincu. Mais un cambrioleur honnête, j'espère, plus ou moins.
De toute manière, il faut que je rentre, et les nains feront bien ce qu'ils veulent de moi. J'espère qu'elle vous sera utile. » Le roi des elfes le considéra avec un étonnement tout nouveau. « Bilbo Bessac, dit-il, vous êtes plus digne de porter l'armure de nos princes que bien d'autres qui faisaient meilleure figure. Mais je me demande si Taurine l'écu des chiennes le verra de cet œil. J'en sais plus long que vous, peut-être sur les nains en général. Je vous conseille de demeurer avec nous, car ici vous serez honoré et 3 fois bienvenu. »« C'est certainement très aimable à vous, dit Bilbo en s'inclinant. Mais je ne crois pas que je devrais abandonner mes amis de cette façon, après tout ce que nous avons traversé ensemble. J'ai promis de réveiller ce vieux Bombur à minuit en plus. Vraiment, je dois y aller, et vite. » Ils ne purent le faire changer d'avis. Alors on lui fournit une escorte, et à son départ, Bard et le roi le saluèrent avec honneur. Tandis qu'il quittait le campement, un vieil homme vêtu d'une cape sombre, assis devant la porte d'une tente, se leva et s'avança vers lui. « Bien joué, monsieur Bessac, dit-il en lui donnant une tape dans le dos. Vous aurez toujours le don de nous surprendre. » C'était Gandalf. Pour la première fois depuis des jours, Bilbo fut vraiment ravi. Mais il n'avait pas le temps de poser toutes les questions qui lui brûlaient les lèvres. « Chaque chose en son temps, dit Gandalf. Votre histoire tire à sa fin maintenant, si je ne me trompe pas. Des moments difficiles vous attendent, mais ne désespérez pas. Il se peut que vous vous en tiriez à bon compte. Il se trame des choses que même les corbeaux n'ont pas vu venir. Bonne nuit !» Perplexe, mais encouragé par ces paroles, Bilbo se hâta de rentrer. On le conduisit à un gué moins périlleux et il atteignit l'autre rive sans incident, sur quoi il dit adieu aux elfes et remonta furtivement vers la porte. Une grande fatigue l'envahit alors, mais il était bien avant minuit lorsqu'il escalada de nouveau le mur, trouvant la corde à l'endroit où il l'avait laissée. Il la détacha et la mit hors de vue, puis il s'assit au sommet du mur en se demandant nerveusement ce qui allait se passer. À minuit, il réveilla Bombur, puis il se blottit à son tour dans un coin, sans prêter attention aux remerciements du vieux nain. Guère mérité, se disait-il. Il fut bientôt plongé dans un profond sommeil, oubliant tous ses soucis jusqu'au lendemain, rêvant en fait d'œufs et de bacon. Chapitre 17. L'orage éclate. Les trompettes résonnèrent tôt le lendemain au campement. Bientôt, un courrier s'avança seul sur le chemin étroit. Il s'arrêta à quelque distance et les salua, puis demanda si Taurine était prêt à recevoir une nouvelle ambassade, car de nouveaux faits s'étaient présentés et la situation avait changé. « C'est sûrement à cause de Dain, » Taurine en se l'entendant. « Il aura eu vent de sa venue. J'étais sûre qu'il se montrerait moins intransigeant. Qu'il vienne, moins nombreux et sans armes, et j'écouterai, » lança-t-il au messager. Merci Raggle pour le follow. J'espère que j'ai bien prononcé. Vers midi, les bannières de la forêt et du lac furent de nouveau levées. Une compagnie de 20 approchait. À l'entrée du chemin étroit, ils déposèrent leurs épées et leurs lances et s'avancèrent jusqu'à la porte. À leur grand étonnement, les nains constatèrent que Bard et le roi elfe étaient tous deux présents et qu'un vieillard enveloppé dans une cape et un capuchon marchait en tête, portant un coffret en bois renforcé par une armature de fer. « Salut, Taurine !» dit Bard. « Êtes-vous toujours du même avis ? Croyez-vous que je change d'avis au gré des jours avant le lever et le coucher de quelque soleil ?» répondit Taurine. « Ou bien vous êtes-vous déplacé pour me poser des questions oiseuses ? L'armée elfe ne s'est toujours pas retirée comme je l'avais prescrit. Vos négociations seront vaines tant que ce ne sera pas fait. Il n'y a rien donc au monde qui vous ferait renoncer à un peu de votre or ? Rien de ce que vous ou vos amis avez à m'offrir. Qu'en est-il de la pierre arcane de Trahin, dit-il. Et au même moment, le vieillard ouvrit le coffret et souleva le joyau. La lumière jaillit de sa main, blanche et brillante dans l'air du matin. Taurine demeura sans voix, saisie d'étonnement et de confusion. Personne ne parla pendant un long moment. Enfin, Taurine brisa le silence, sa voix chargée de colère. « Cette pierre appartenait à mon père et elle est à moi, dit-il. Pourquoi devrais-je racheter mon bien ?» Toutefois, l'émerveillement eut raison de lui, il ajouta. « Mais comment l'héritage de ma maison est-il venu à vous, s'il est besoin de s'enquérir d'une telle chose auprès de voleurs ?»« Nous ne sommes pas des voleurs, » répondit Bard. « Votre bien vous sera rendu en échange d'une autre. »« Comment est-il venu à vous ?» hurla Taurine dans sa rage grandissante.
Je leur ai donné, dit Bilbo d'une voix fluette. Il regardait par-dessus le mur, terriblement effrayé. Vous, vous, dit Thorin fulminant. Il se retourna vers lui et l'agrippa à deux mains. Misérable hobbit, espèce de cambrioleur de mi-portion, s'écria-t-il, cherchant ses mots, et il secoua le pauvre Bilbo comme un lapin. Par la barbe de Durin, comme je voudrais que Gandalf soit ici. Maudit soit-il de vous avoir choisi, que sa barbe se dessèche. Quant à vous, je vous jetterai contre les rochers, tonna-t-il, soulevant Bilbo à bout de bras. Halte là, votre souhait est exaucé, dit une voix. Le vieillard au coffret retira sa cape et son capuchon. Voici Gandalf, et pas une minute trop tôt, dira-t-on. Si vous n'aimez pas mon cambrioleur, je vous saurai gré de ne pas l'abîmer. Posez-le par terre et voyez d'abord ce qu'il a à dire. Vous vous êtes tous ligués contre moi, dit Thorin, laissant tomber Bilbo au sommet du mur. Jamais plus je ne traiterai avec des magiciens ou avec leurs amis. Qu'avez-vous à dire, descendant de rat? Ah mais, dit Bilbo, vous me voyez très embêté. Vous vous rappellerez peut-être m'avoir dit que je pourrais choisir mon 14e comme bon me semble. Peut-être vous ai-je pris trop à la lettre. J'ai entendu dire que la courtoisie des nains se manifeste plus souvent en paroles qu'en actes. Quoi qu'il en soit, c'était à l'époque où vous aviez l'air de me trouver utile. Descendant des rats, dites-vous. Et c'est là tout le service que vous et votre famille m'avez promis, Thorin. Faites comme si j'avais disposé de ma part comme je l'entendais, et n'en parlons plus. C'est ce que je ferai, Thorin gravement, et je ne vous parlerai plus. Et puissions-nous ne jamais nous revoir. Puis il se retourna et parla du haut du mur. Du mur, pas du mur, du mur. Je suis trahi, dit-il. On a cru avec raison que je ne pourrais refuser de racheter la pierre arcane, suprême joyau de ma maison. Pour elle, je donnerais 1/14 du trésor en argent et en or, à l'exclusion des joyaux, et que cela soit considéré comme la récompense promise à ce traître. Il partira avec elle, et vous la diviserez comme bon vous semble. Je ne suis pas inquiet. Il ne se recevra que peu de choses. Emmenez-le si vous le souhaitez qu'il ait la vie sauve, et sachez que mon amitié ne l'accompagne pas. Descendez jusqu'à vos amis, dit-il à Bilbo. Je vous jetterai en bas. Qu'en est-il de l'or et de l'argent demanda Bilbo. Vous l'aurez plus tard quand il sera prêt, dit-il. Descendez. Et là, nous gardons la pierre, cria Bard. Vous ne faites pas très bonne figure en tant que roi sous la montagne, dit Gandalf. Mais les choses peuvent encore changer. Et comment qu'elles le peuvent répliqua Thorin, car le trésor l'avait ensorcelé à tel point qu'il entrevoyait déjà, avec l'aide de Dain, la possibilité de reprendre la pierre arcane tout en conservant la récompense promise. On aida donc Bilbo à descendre et il partit les mains vides en dépit de tous ses sacrifices, hormis la cotte de maille que Thorin lui avait déjà offerte. Plus d'un chez les nains sentit son cœur se gonfler de honte et de pitié en le voyant ainsi chassé. « Adieu !» leur cria-t-il. « Peut-être nous retrouverons-nous un jour dans l'amitié. »« Partez !» dit Thorin. « Ces mailles que vous portez sont l'œuvre de mon peuple et vous en êtes pas digne. Aucune flèche ne peut les transpercer. Mais si vous ne vous dépêchez pas, ce sont vos misérables pieds que je vais trouer. Allez, hâtez-vous. »« Pas si vite !» dit Bard. « Nous vous donnerons jusqu'à demain. À midi, nous reviendrons et nous verrons si vous apportez la part du trésor qui fera contrepoids à la pierre. Si tout cela est fait sans escroquerie, alors nous partirons, et l'armée elfe retournera dans la forêt. D'ici là, adieu. » Sur ce, ils retournèrent au campement, mais Thorin envoya des messagers par le truchement de Rohan, informant Dain de ce qui s'était passé, et le priant d'accourir avec toute la prudence qui s'imposait. Les heures passèrent et la nuit s'installa. Le lendemain, le vent tourna à l'ouest sous un ciel sombre et maussade. Il était encore trop tôt lorsqu'un cri retentit au campement. Des éclaireurs rapportaient qu'une armée de nains avait contourné l'éperon et de est de la montagne et se dirigeait rapidement vers le Val. Dain était arrivé. Ayant marché toute la nuit, ils arrivaient sur eux plus tôt que prévu. Tous ces gens portaient un haubert d'acier qui descendait jusqu'à leurs genoux, et leurs jambes étaient recouvertes de jambières de métal, faites de mailles fines et souples dont la fabrication était un secret des leurs. Les nains sont extrêmement forts compte tenu de leur stature, mais la majorité de ces guerriers étaient forts même pour des nains. Leur arme de prédilection était une lourde pioche qu'ils maniaient à deux mains, mais chacun avait aussi une large épée à sa ceinture et un bouclier rond en bandoulière sur le dos. Leurs barbes fourchues étaient tressées et passaient derrière leur ceinture. Leurs casques étaient de fer, ainsi que leurs bottes, et leurs visages étaient de marbre. Les trompettes retentirent, appelant aux armes les hommes et les elfes.
Ils aperçurent bientôt les nains remontant la vallée à grandes enjambées. Ces derniers s'arrêtèrent entre la rivière et l'éperon, est. Mais quelques-uns poursuivirent leur marche vers le campement, franchissant la rivière. Et là, ils déposèrent leurs armes et levèrent les bras en signe de paix. Bard alla à leur rencontre et Bilbo le suivit. « Nous sommes les envoyés de Dain, fils de nain, répondit-il quand on les interrogea. Nous nous hâtons vers ceux des nôtres qui sont dans la montagne, car nous avons appris que le royaume de jadis avait été rétabli. Mais qui êtes-vous donc, vous qui occupez la plaine comme des assaillants au pied d'une forteresse? Ce qui voulait dire, dans le langage poli et plutôt démodé qui convient à de telles occasions, vous n'avez rien à faire ici. Nous voulons passer, alors écartez-vous, ou nous nous battrons. Ils entendaient forcer le passage entre la montagne et le coude de la rivière, car l'étroite bande de terre à cet endroit ne semblait pas aussi bien gardée. Bard refusa évidemment de laisser les nains se faufiler jusqu'à la montagne. Il était bien décidé à attendre que l'or et l'argent leur aient été remis en échange de la pierre arcane, car il ne pensait pas que cette entente aboutirait, une fois la forteresse armée d'une troupe aussi nombreuse et aussi guerrière. Elle arrivait avec une grande quantité de provisions, car les nains peuvent porter de très lourds fardeaux. Aussi, la plupart des gens de Dain, malgré leur marche précipitée, transportaient-ils d'énormes paquets sur leurs épaules en plus de leurs armes. Le siège durerait alors des semaines, et entre-temps d'autres nains viendraient sans doute à la rescousse, et d'autres encore, car Thorin avait de nombreux parents. Cela leur permettrait aussi de rouvrir quelque autre porte et de la défendre, ce qui obligerait les assiégeants à encercler toute la montagne. Mais ceux-ci n'étaient pas assez nombreux pour une telle manœuvre. C'était justement ce que les nains avaient prévu de faire, car les messagers de Roak avaient assuré la liaison entre Thorin et Dain. Mais pour l'instant, on leur barrait la route, et après quelques invectives, leurs envoyés furent contraints de se retirer en grommelant dans leurs barbes. Bard dépêcha immédiatement des messagers vers la porte, mais ils trouvèrent ni or ni aucune forme de paiement. Des flèches sifflèrent aussitôt qu'ils furent à portée de tir, et ils s'enfuirent dans la consternation. Au campement, tous étaient sur le pied de guerre, car les nains de Dain progressaient sur la rive droite. S'exclama Bard, d'approcher ainsi sous l'épaulement de la montagne. Ils ne comprennent rien au combat ouvert, quelle que soit leur aptitude à faire la guerre dans les mines. Nous avons de nombreux archers et lanciers cachés dans les rochers sur leur flanc droit. Les mailles des nains sont peut-être solides, mais elles seront mises à rude épreuve en un rien de temps. Qu'on les enserre tout de suite des deux côtés avant qu'ils ne soient reposés. Mais le roi elfe dit « Je tarderai longtemps avant d'entreprendre cette guerre pour de l'or. Les nains ne peuvent passer sans notre consentement ni tenter quoi que ce soit sans que nous le sachions. Continuons d'espérer que quelque chose apportera la réconciliation. Nous aurons l'avantage du nombre, ce qui suffira à nous assurer la victoire si par malheur nous en venons au coup. » Mais c'était sans compter la détermination des nains. L'idée que la pierre arcane fût en possession des assiégeants les consumait tout entier, et sentant également l'hésitation de leur adversaire, ils résolurent de frapper pendant que Bard et ses amis délibéraient. Soudain, sans avertissement, ils donnèrent l'assaut en silence. Les arcs vibrèrent, les flèches sifflèrent. Le combat allait bientôt s'engager. Puis, soudainement encore, l'obscurité s'installa avec une terrible rapidité. Un nuage noir couvrit le ciel. Un tonnerre d'hiver et un vent véhément grondèrent, rugissant dans la montagne tremblante, et la foudre fendit le ciel à sa cime. Et sous le tonnerre, d'autres ténèbres s'avançaient tournoyantes, mais elles n'étaient pas portées par le vent, car elles venaient du nord, comme un grand nuage d'oiseaux si dense qu'une lumière ne se voyait entre leurs ailes. « Halte !» cria Gandalf, apparu soudainement, seuls les bras levés au ciel entre la charge des nains et les rangs qui leur faisaient face. « Halte !» s'écria-t-il comme un tonnerre, et de son bâton jaillit un éclair semblable à la foudre. « Le malheur est sur vous, hélas! Le voilà sur vous tous, plus vite que je ne l'appréhendais. Les gobelins vous assaillent. Bolg, alors Bolg, c'est le fils d'Azog qu'on a tué, page 45. Bolg du Nord arrive, Odain, vous qui avez tué son père en Moria. Voyez, les chauves-souris flottent au-dessus de son armée comme une nuée de sauterelles. Des loups leur servent de monture, et des vargues sont dans leurs rangs. Tous furent saisis d'étonnement et de confusion, et pendant que Gandalf parlait, les ténèbres grandissaient, les nains s'arrêtèrent et levèrent les yeux au ciel. La voix des elfes s'éleva en de nombreux cris. « Allons !» s'écria Gandalf. « Il est encore temps de tenir conseil. Que Dain, fils de nain, se joigne rapidement à nous. » Ainsi s'ouvrit une bataille que personne n'avait prévue. Elle fut appelée la bataille des 5 armées, et fut réellement terrible.
D'un côté se trouvaient les gobelins et les loups sauvages, et de l'autre il y avait les elfes, les hommes et les nains. Voici le récit des événements qui y conduisirent. Depuis la chute du grand gobelin des montagnes de brume, la haine des siens à l'égard des nains s'était enflammée comme jamais. Des messagers avaient sillonné les chemins entre leurs cités, colonies et places fortes, car ils étaient maintenant déterminés à établir leur suprématie dans le nord. Des nouvelles leur parvenaient secrètement, et, partout dans les montagnes, les forges et les armureries grouillaient d'activité. Puis ils se mirent en route et se rassemblèrent, par monts et par vaux, marchant dans l'ombre des tunnels ou à la faveur de la nuit, jusque sous les hauts cimes du mont Goudabad, dans le nord, où se trouvait leur chef-lieu. Et une grande armée fut réunie là-bas, prête à déferler sur les terres du sud à l'improviste, par un vent de tempête. Puis ils apprirent la mort de Smaug et s'en réjouirent. Alors ils se hâtèrent nuit après nuit à travers les montagnes, et c'est ainsi qu'ils descendirent enfin des hauteurs du nord et se retrouvèrent soudainement sur les traces de Dain. Pas même les corbeaux ne se seraient avisés de leur venue avant qu'ils atteignent les terres accidentées, entre la montagne solitaire et les collines derrière elle. Nul ne peut dire ce que Gandalf avait appris. Mais il est clair qu'il n'avait pas prévu quelque chose d'aussi soudain. Voici le plan qu'il dressa en conseil avec le roi Elfe et avec Bard, et avec Dain, car le seigneur nain était à présent des leurs. Les gobelins étaient les ennemis de tous, et dès l'instant où ceux-ci les attaquaient, toute autre querelle était oubliée. Le seul espoir était d'attirer les gobelins dans la vallée, entre le bras de la montagne, entre les bras, parce qu'elle a plusieurs bras la montagne, elle fait plein de câlins, entre les bras de la montagne, tout en postant des troupes sur les grands éperons qu'elle projetait vers le sud et l'est. Mais ce n'était pas sans risque. Si les gobelins étaient assez nombreux pour submerger la montagne elle-même, de manière à les attaquer aussi de derrière et du dessus. Mais ils n'avaient pas le temps de préparer autre chose, ni d'appeler des renforts. Bientôt, le tonnerre passa, s'éloignant au sud-est. Mais la nuée de chauves-souris survolant l'épalement de la montagne et descendit plus près d'eux, tournoyant au-dessus de leur tête, bloquant la lumière du jour et semant la consternation et l'horreur. « À la montagne !» cria Bard. « À la montagne ! Mettons-nous en position pendant qu'il est encore temps !» Sur les pentes basses de l'éperon sud, et parmi les rochers à ses pieds, furent postés les elfes. Les hommes et les nains se trouvaient sur l'éperon est. Mais Bard et quelques-uns des hommes et des elfes, parmi les plus agiles, grimpèrent au sommet de l'épaulement oriental, afin d'avoir vue sur le nord. Bientôt, ils purent voir les terres au pied de la montagne, noircies par la multitude grouillante. Avant peu, l'avant-garde contourna l'épaulement et se précipita dans le Val. Ces assaillants, montés sur des loups, étaient parmi les plus rapides, et déjà leurs cris, leurs hurlements déchiraient l'air. Quelques braves hommes furent déployés pour feindre une tentative de résistance, et nombreux d'entre eux tombèrent à cet endroit, avant que les autres ne cèdent et ne s'enfuient de chaque côté. Comme Gandalf l'avait espéré, l'armée des gobelins s'était massée derrière l'avant-garde momentanément contenue, et à présent, elle se déversa dans la vallée dans un élan de rage, chargeant furieusement entre les bras de la montagne, cherchant l'ennemi. Leurs barrières étaient innombrables, noires et rouges, et ils déferlèrent sur eux dans le désordre et la folie. Ce fut une terrible bataille. De toutes les expériences de Bilbo, la plus affreuse est celle qui, sur le coup, lui déplie le plus. Autrement dit, celle dont il fut le plus fier, et dont il se souvint longtemps après avec le plus d'émotion, même s'il y joua qu'un insignifiant. Car, disons-le, quand les hostilités se déclarèrent, il ne tarda pas à enfiler son anneau, et à se mettre hors de vue, sinon hors de danger. Un anneau magique comme celui-là ne constitue pas une protection sûre au milieu d'une charge de gobelins, et n'arrête pas non plus les flèches et les lances égarées. Mais il vous aide néanmoins à rester à l'écart du combat, et permet aussi d'éviter que votre tête ne soit prise pour cible par un gobelin au coup d'épée dévastateur. Les elfes furent les premiers à charger. Leur haine des gobelins est froide et amère. Leurs lances et leurs épées brillaient dans l'obscurité comme autant de flammes glacées, car les mains de ceux qui les tenaient étaient mues par une colère mortelle. Sitôt que leurs ennemis se firent nombreux dans la vallée, ils leur lancèrent une pluie de flèches qui filèrent, flamboyantes, vers leur cible. Derrière elles, 1000 de leurs lanciers se lancèrent à la charge. Les hurlements furent assourdissants, les rochers noircis du sang des gobelins. À l'instant même où les gobelins se relevaient de cette attaque, et où la charge des elfes était contenue, s'éleva de l'autre côté de la vallée une clameur gutturale. Au cri de
Moria et de Taïn. Les nains des collines de fer donnèrent l'assaut sur l'autre flanc, armés de leurs pioches, et les guerriers du lac étaient à leur côté, brandissant de longues épées. Les gobelins furent saisis de panique, et alors même qu'ils se tournaient pour faire face à ce nouvel assaillant, les elfes chargèrent une fois de plus à force renouvelée. Déjà, de nombreux gobelins s'enfuyaient le long de la rivière afin d'échapper à l'étau qui s'était refermé sur eux, et nombre des loups se retournaient contre eux, déchirant les morts et les blessés. La victoire semblait proche, quand un cri résonna sur les hauteurs. Des gobelins avaient déjà escaladé l'autre versant de la montagne. Déjà, ils étaient nombreux sur les pentes au-dessus de la porte, et d'autres dévalaient la montagne avec témérité, sans se soucier de ceux qui tombaient en hurlant dans les précipices, afin d'attaquer les deux éperons par le haut. Ils pouvaient être rejoints par des chemins qui partaient de la masse centrale de la montagne, et ces défenseurs étaient trop peu nombreux pour en interdire longtemps l'accès. Tout espoir fut désormais anéanti. Ils avaient seulement endigué la première vague de la marée noire. La journée avançait. Les gobelins avaient repris la vallée. Une armée de vargues y afflua, et avec elle, la garde rapprochée de Bolg, des gobelins de taille énorme, amenés de cimetières d'acier. Bientôt, une véritable obscurité gagna le ciel orageux, tandis que les grandes chauves-souris bruissaient encore aux elfes et des hommes qui s'accrochaient aux blessés comme des vampires. Ou s'accrochaient aux blessés comme des vampires. Bard luttait à présent pour défendre l'éperon est, mais cédait lentement du terrain, et les seigneurs elfes autour de leur roi étaient acculés sur l'épaulement sud, près du poste de garde de Montcorbeau. Soudain, il eut un grand cri, et une sonnerie de trompette retentit à la porte. Ils avaient oublié Taurine. Une partie du mur, soulevée par des leviers, tomba vers l'extérieur et s'écroula dans le bassin avec fracas. Bondit alors à travers l'ouverture le roi sous la montagne, et ses compagnons le suivirent. Cap et Capuchon avaient disparu. Ils étaient en armure brillante, et leurs yeux lançaient des éclairs rouges. Dans la pénombre, le grand nain luisait comme de l'or sur des charbons ardents. Des rochers furent jetés des hauteurs par les gobelins au-dessus de leur tête, mais ils tinrent bon, coururent jusqu'au pied des chutes et se ruèrent au combat. Les gobelins tombèrent ou s'enfuirent, les loups qu'ils montaient se débandèrent. Taurine attaqua à grands coups de hache et semblait invincible. « À moi! À moi! Elphéum, à moi, ô mes frères !» cria-t-il, et sa voix résonna comme un cor dans la vallée. J'ai une opinion là, Taurine. Hein. Il y a franchement 3 heures, tu voulais les taper. Hein. Mais bon. Les nains de Daïn se hâtèrent à son secours, dévalant les pentes dans la confusion. De nombreux hommes du lac firent de même, car Bard ne put les retenir. Et de l'autre côté s'avancèrent de nombreux lanciers elfes. Les gobelins furent de nouveau enserrés dans la vallée, et le massacre prit une telle ampleur que le Val fut noirci et souillé de leur corps amoncelés. Les vargues furent dispersées, et Taurine poussa jusqu'à la garde rapprochée de Bolg, mais il ne put en percer les rangs. Parmi les cadavres des gobelins derrière lui, gissaient déjà bon nombre d'hommes et de nains, et maints elfes, aux beaux visages qui auraient dû vivre encore joyeux pendant de longs siècles dans la forêt. Et à mesure que la vallée s'élargissait, sa charge ne cessait de ralentir. Sa compagnie était bien trop nombreuse, ses flancs étaient à découvert. Bientôt les assaillants furent assaillis, et formant un grand anneau, ils durent faire face à l'ennemi, cerné de toutes parts par les gobelins et les loups qui revenaient à l'attaque. La garde rapprochée de Bolg se jeta sur eux en hurlant, et déferla sur leurs rangs comme la mer sur une falaise de sable. Leurs amis ne purent le secourir, car l'assaut venant de la montagne avait repris de plus belle, et de part et d'autre les hommes et les elfes étaient lentement battus. Bilbo contemplait ce spectacle avec tristesse. Il s'était posté sur Montcorbeau avec les elfes, d'une part parce que l'endroit offrait de belles chances de fuite, et d'autre part, en écoutant son côté touc, parce que s'il devait livrer un dernier combat pour l'honneur, il préférait somme toute défendre le roi elfe. Gandalf aussi, je dois le dire, était assis là, comme plongé dans une grande réflexion, méditant, je suppose, quelques derniers éclairs de magie avant la fin. Oui, il fait quoi là, Gandalf, depuis tout à l'heure? Il fout rien, on est d'accord? Car elle semblait proche. Il ne faudrait plus beaucoup de temps, pensa Bilbo, pour que les gobelins s'emparent de la porte, et nous serons tous massacrés ou faits prisonniers dans la vallée. C'est vraiment triste à pleurer, après tout ce que nous avons enduré. J'aurais préféré laisser tout ce maudit trésor entre les griffes du vieux Smaug, plutôt que de le voir tomber aux mains de ces ignobles créatures et de perdre ce pauvre vieux Bombur et Balin, et Fili et Kili et tous les autres. Et Bard aussi, et les hommes du lac et les joyeux elfes. Pauvre de moi.
J'ai entendu chanter de nombreuses batailles et j'ai toujours cru comprendre que la défaite pouvait être glorieuse. Elles sont bien désagréables, pour ne pas dire douloureuses. Je voudrais bien que tout ceci soit derrière moi. Les nuages se déchiraient au vent, et à l'ouest, un rougeoiement de coucher de soleil tailladait l'horizon. Frappé par cette lueur soudaine dans la pénombre, Bilbo regarda autour de lui. Il poussa un grand cri. Son regard s'était posé sur quelque chose qui fit bondir son cœur dans la poitrine. Des formes noires, minuscules et pourtant majestueuses, se dessinaient devant le couchant. « Les aigles !» cria-t-il. « Les aigles arrivent !» Bilbo avait la vue perçante et ses yeux le trompaient rarement. Les aigles volaient avec le vent, rangée après rangée, en une nuée qui devait rassembler toutes les airs du nord. « Les aigles !» cria Bilbo, gambadant et agitant les bras. Si les elfes ne pouvaient le voir, ils ne manquèrent pas de l'entendre. Ils reprirent bientôt son cri, et il résonna dans toute la vallée. Nombreux sont ceux qui levèrent au ciel des yeux stupéfaits, même si rien n'était encore visible, hormis sur les contreforts sud de la montagne. « Les aigles !» s'écria Bilbo une fois de plus. Mais à cet instant, une pierre dégringola du haut de la colline et frappa durement son casque, et il s'écroula bruyamment et ne vit plus rien. Non, juste un instant, s'il vous plaît. Je vais lire la suite. Pardon. C'était important. Chapitre 18. Le voyage de retour. Quand Bilbo revint à lui, il ne trouva personne d'autre que lui-même. Il était étendu sur les dalles de Montcorbeau, complètement seul. Une journée sans nuages, mais froide, s'offrait tout entière à son regard. Il tremblait, gelé comme une pierre, mais la tête lui brûlait comme du feu. « Je me demande bien ce qui a pu se passer, » se dit-il. « Au moins, je ne figure pas encore parmi les héros morts au combat, mais je suppose qu'il a encore temps de le devenir. » Il se redressa péniblement. Regardant dans la vallée, il ne put voir aucun gobelin vivant. Au bout d'un moment, à mesure qu'il reprenait ses esprits, il crut apercevoir des elfes s'affairant dans les rochers en contrebas. Il se frotta les yeux. Pas de doute, il y avait encore un campement à quelque distance dans la plaine, et des allées et venues devant la porte. Des nains semblaient occupés à démanteler le mur. Mais un silence de mort régnait. Il n'y avait pas un cri, ni le moindre écho d'une chanson. L'air semblait lourd de chagrin. « C'est la victoire tout compte fait, je suppose, » dit-il en se tâtant douloureusement le crâne. « Une affaire bien sombre, on dirait. » Soudain, il vit un homme qui gravissait la pente et se dirigeait vers lui. « Oh là, oh !» s'écria-t-il d'une voix tremblotante. « Oh ! Quelle nouvelle !» « Quelle est cette voix qui surgit au milieu des pierres ?» dit l'homme. Il s'arrêta et regarda tout autour de lui, non loin de l'endroit où Bilbo était assis. C'est alors que Bilbo se souvint de son anneau. « Nom d'une pipe !» se dit-il. « Cette invisibilité a ses inconvénients après tout. Sans cela, j'aurais sûrement passé une nuit confortable dans un lit bien chaud. »« C'est moi, Bilbo Bessac, le compagnon de Thorin !» s'écria-t-il, et il s'empressa de retirer l'anneau. « Heureusement que je vous ai trouvé, » dit l'homme en s'avançant à grands pas. « Vous êtes demandé, et il y a longtemps que vous cherche. On vous aurait compté parmi les morts, qui sont nombreux, si le magicien Gandalf ne nous avait pas dit que votre voix avait été entendue dans les environs hier soir. J'ai été envoyé ici pour vous chercher une dernière fois. Êtes-vous gravement blessé ? » ?»« Un vilain coup sur la tête, je crois, dit Bilbo. Mais j'ai un casque et une tête dure. Je me sens tout de même en piteux état, et j'ai les jambes molles comme de la paille. Je vais vous transporter au campement de la vallée, dit l'homme en le soulevant doucement. L'homme marchait d'un pas rapide et sûr.
Très vite, Bilbo fut déposé devant une tente ovale, et Gandalf se tenait là, le bras en écharpe. Même le magicien n'avait pu échapper aux blessures, et dans toute l'armée, rares sont ceux qui s'en tirèrent indemnes. Gandalf fut ravi en apercevant Bilbo. « Pessac !» s'exclama-t-il. « Ça, par exemple ! Vous voilà sain et sauf. Comme je suis content. Je commençais à me demander si votre chance, si remarquable soit-elle, allait suffire à vous tirer d'affaire. Quelle terrible histoire. Elle a bien failli tourner au désastre. Mais les autres nouvelles peuvent attendre. Venez, dit-il d'un ton un peu plus grave. On vous demande. » Et posant la main sur son épaule, il le conduisit sous la tente. « Ouais, ça va ?»« Salut, Thorin, dit-il en rentrant. Je vous l'amène, le voici. » Car Thorin, l'écu des chênes, reposait là, son cœur meurtri, couvert de blessures, son armure fendue et sa hache ébréchée gissant à ses côtés. Bilbo s'enfuit à son chevet et il leva les yeux. « Adieu, mon bon voleur, dit-il. Je vais maintenant aux grandes salles de la tente où je resterai auprès de mes pères, jusqu'à ce que tout le monde soit renouvelé. Puisque je délaisse tout l'or qu'il contient et me rends là où il est sans valeur, j'aimerais vous quitter dans l'amitié et retirer mes paroles et mes gestes, l'autre jour à la porte. » Bilbo posa un genou sur le sol, terrassé par l'émotion. « Adieu, roi sous la montagne, dit-il. C'est une pénible aventure si elle doit se terminer ainsi. Et aucune montagne d'or ne saurait y remédier. Mais je suis content d'avoir affronté à vos côtés. Les périls de votre quête, c'est plus qu'aucun Bessac ne mérite. »« Non, dit Thorin. Ne jugez pas ainsi de votre qualité, enfant des terres hospitalières. L'Ouest vous a prodigué ses richesses, du courage et de la sagesse, mêlés en juste part. Si nous étions plus nombreux à célébrer la bonne chère, les chants et les réjouissances plutôt que l'or amassé, ce monde en serait plus joyeux. Mais, triste ou joyeux, je dois le quitter maintenant. Adieu. » Alors Bilbo se détourna, et, cherchant la solitude, il s'assit à l'écart, enveloppé dans une couverture. Puis, croyez-le ou non, il pleura jusqu'à en avoir les yeux rouges, et même jusqu'à en perdre la voix. C'était un brave garçon, il n'eut plus le cœur à la plaisanterie pendant très longtemps. « Heureusement que je me suis réveillé à cet instant-là, » se dit-il enfin. « Je souhaiterais que Thorin ait vécu, mais je suis content que nous soyons quittés en amis. Tu es un imbécile, Bilbo Bessac, et tu as causé un gros gâchis en essayant de monnayer cette pierre. Il y a eu une bataille malgré tous tes efforts pour acheter la paix et la tranquillité. Mais il sera difficile de te blâmer pour tout ça, je suppose. » Bilbo apprit plus tard tout ce qui s'était passé après qu'il eut perdu connaissance, mais il en retira plus de chagrin que de joie. Son aventure commençait à lui peser, et il brûlait d'entreprendre le voyage du retour. Mais celui-ci fut quelque peu retardé, ce qui me laisse le temps de vous faire un bref récit des événements. Les aigles soupçonnaient depuis longtemps qu'un rassemblement avait lieu chez les gobelins, car les déplacements au cœur des montagnes ne pouvaient échapper entièrement à leur vigilance. Alors ils s'étaient eux aussi réunis en grand nombre autour du grand aigle des montagnes de brume, et sentant enfin que la bataille se préparait au loin, ils s'étaient élancés sur un vent de tempête et étaient arrivés juste à temps. Grâce à eux, les gobelins avaient été délogés des hauteurs, jetés dans des précipices ou repoussés vers l'adversaire dans l'affolement et la confusion. La montagne solitaire, bientôt reconquise, les elfes et les hommes de chaque côté de la vallée avaient enfin pu joindre leurs forces à la bataille du centre. Mais, même avec les aigles, ils demeuraient inférieurs en nombre. En ces derniers instants, Béorn lui-même était apparu, sans qu'on sache comment ni d'où il venait. Il vint seul sous forme d'ours, et dans sa colère, il semblait avoir pris une taille gigantesque. Son rugissement rappelait tambours et canons, et il écartait les loups et les gobelins comme s'ils étaient faits de plumes et de paille. Il s'abattit sur leur arrière et fit éclater leurs anneaux comme un coup de tonnerre. Les nains s'étaient retranchés sur une petite colline arrondie pour défendre leur seigneur. Là, Béorn s'arrêta et souleva Thorin, transpercé de multiples lances, et il le transporta hors du champ de bataille. Il revint bientôt, sa colère redoublée, et rien ne put lui résister, ni aucune arme lui porter atteinte. Dispersant la garde rapprochée, il renversa Bolg de lui-même et l'écrasa. Sa mort jeta la consternation chez les gobelins, qui s'enfuirent dans toutes les directions. Mais chez leurs adversaires, une lueur d'espoir avait chassé toute fatigue, et ils se mirent immédiatement à leur poursuite, et empêchèrent la plupart de s'enfuir par les trouées. De nombreux fuyards furent précipités dans la rivière courante,
et ceux qui se sauvèrent au sud et à l'ouest furent pourchassés dans les marécages entourant la rivière de la forêt, où ils furent décimés. Tandis que les rares survivants, parvenus de justesse au royaume des elfes sylvains, trouvèrent la mort là-bas, ou furent attirés dans les ténèbres insondables de grand-peur et abandonnés à leur sort. On chanta par la suite que les 3/4 des guerriers gobelins du Nord avaient péri ce jour-là, et les montagnes connurent la paix pendant de longues années. Avant la tombée de la nuit, la victoire était assurée. Mais quand Bilbo revint au campement, la poursuite n'était pas terminée, et peu de gens se trouvaient dans la vallée, hormis les plus grièvement blessés. « Où sont les aigles » demanda-t-il à Gandalf ce soir-là, allongé bien au chaud sous plusieurs couvertures. « Certains donnent la chasse, » dit le magicien, « mais la plupart sont rentrés dans leurs aires. Ils n'ont pas voulu rester ici et sont partis aux premières heures du matin. » Dain s'est incliné devant leur chef et l'a couronné d'or, et il leur a juré une amitié éternelle. « J'en suis navré. Je veux dire, j'aurais bien aimé les revoir, » fit Bilbo d'une voix ensommeillée. « Peut-être les verrai-je sur le chemin du retour. Je pourrai rentrer bientôt, j'imagine. »« Aussitôt qu'il vous plaira, » répondit le magicien. En fait, Bilbo mit encore quelques jours à se décider à partir. Thorin fut inhumé dans les profondeurs de la montagne, et Bard déposa la pierre arcane sur sa poitrine. « Qu'elle reste ici jusqu'à ce que la montagne s'écroule, » dit-il. « Puisse-t-elle être un gage de bonheur et de prospérité pour tous les siens qui vivront en ces lieux. » Sur sa tombe, le roi elfe déposa Orcrist, l'épée elfique que Thorin s'était vu confisquer lors de son emprisonnement. On dit dans les champs qu'elle brillait toujours dans l'obscurité quand des ennemis approchaient, et que la forteresse des nains ne pouvait être assaillie à l'improviste. Dain, fils des nains, en fit sa demeure, et il devint roi sous la montagne, et au fil des années, de nombreux autres nains se rassemblèrent autour de son trône dans les salles anciennes. Des 12 compagnons de Thorin, 10 avaient survécu. Fili et Kili étaient tombés en le défendant avec leurs boucliers et leur corps tout entier, car Thorin était le frère aîné de leur mère. Les autres demeurèrent Attendez, c'était un moment tragique et je l'ai mal lu. Des 12 compagnons de Thorin, 10 avaient survécu. Fili et Kili étaient tombés en le défendant avec leurs boucliers et leur corps tout entier, car Thorin était le frère aîné de leur mère. Les autres demeurèrent auprès de Dain, car le roi sous la montagne fut prodigue de son trésor. Bien entendu, il n'était plus du tout question de le diviser de la manière prévue, entre Balin et Dwalin, Dori, Nori et Ori, Oin, Glóin, Bifur, Bofur et Bombur, et Bilbo évidemment. Mais 1/14 de l'argent et de l'or qu'il contenait, ouvragé ou non, fut remis à Bard, car Dain lui dit « Nous respecterons le pacte conclu avant sa mort, attendu que la pierre arcane est maintenant en sa possession. » Cette part d'1/14 représentait tout de même une immense fortune, plus grande que celle de nombreux rois mortels. De ce trésor, Bard envoya beaucoup d'or au bourgmestre du lac, et il récompensa ses partisans et ses amis avec largesse. Au roi elfe, il donna les émeraudes de Girion, joyaux qu'il chérissait par-dessus tout et que Dain lui avait rendus. À Bilbo, il dit « Ce trésor vous appartient autant qu'à moi, même si les vieilles ententes ne tiennent plus, étant donné tous ceux qui ont participé à sa conquête et à assurer sa défense. Et bien que vous ayez renoncé de plein gré à tous vos privilèges, je ne voudrais pas que les paroles de Thorin, dont il s'est repenti, viennent à se concrétiser, et que vous receviez peu de choses. Pour vous, je ne veux rien de moins que la plus généreuse des récompenses. » « C'est très gentil à vous, dit Bilbo, mais en réalité je suis soulagé. Comment aurais-je pu rapporter tout ce trésor chez moi sans m'attirer constamment guerre et massacre? Et je ne sais pas ce que j'en aurais fait une fois rentré. Je suis sûre qu'il vaut mieux le laisser entre vos mains. » Il finit par n'accepter que 2 petits coffres, l'un rempli d'argent, l'autre d'or, assez légers pour être confiés à un poney bien charpenté. « Cela est plus qu'assez, dit-il. Autrement, je ne saurais pas quoi en faire. » Puis ce fut enfin l'heure de dire au revoir à ses amis. « Adieu, Balin, dit-il, et adieu, Dwalin, et adieu, Dori, Nori, Ori, Oin, Glóin, Bifur, Bonfur et Bombur. Puissent vos barbes ne jamais se dégarnir. » Et se tournant vers la montagne, il ajouta « Adieu, Thorin, l'écu des chênes, et Fili et Kili. Puisse votre souvenir ne jamais s'estomper. » Alors les nains s'inclinèrent profondément devant la porte, mais leurs gorges se serrèrent et les mots ne vinrent pas. « Au revoir et bonne chance, où que vous alliez, » dit enfin Balin. « Si jamais vous revenez nous voir, quand nos salles ont retrouvé leur splendeur d'autrefois,
ce sera vraiment un somptueux festin. Si jamais vous passez près de chez moi, répondit Bilbo, n'hésitez pas à sonner. Le thé est à 4 heures, mais vous êtes toujours les bienvenus. Puis il se détourna et partit. L'armée des elfes s'était mise en marche. Ses rangs, hélas, s'étaient amoindris, mais ils se réjouissaient néanmoins, car les terres du Nord seraient désormais plus joyeuses durant de longues années à venir. Le dragon était mort et les gobelins vaincus, et leur cœur espérait, après l'hiver, un printemps radieux. Gandalf et Bilbo chevauchaient derrière le roi elfe, et derrière eux marchait Béorn. Il avait repris forme humaine et riait, et chantait d'une voix forte en arpentant la route. Ils progressèrent ainsi jusqu'à l'orée de Grandpeur, au nord de la rivière de la forêt. Alors, ils s'arrêtèrent, car Bilbo et le jeune magicien ne voulaient pas entrer dans le bois, même si le roi les invitait à passer quelque temps dans sa demeure. Ils voulaient plutôt en suivre la lisière et contourner Grandpeur par les terres désolées qui s'étendaient au nord, entre la forêt et les contreforts des montagnes grises. Cette route était longue et monotone, mais maintenant que les gobelins étaient vaincus, elle leur paraissait plus sûre que les horribles sentiers sous les arbres. Qui plus est, Béorn empruntait le même chemin. Adieu au roi des elfes, dit Gandalf. Que la joie éclaire la vallée, la forêt verdoyante, tant que le monde est jeune, et qu'elle soit dans le cœur des vôtres. Adieu au Gandalf, dit le roi. Puissiez-vous toujours surgir là où vous êtes, le plus nécessaire et le moins attendu. Plus vous apparaîtrez chez moi, plus je serai contenté. Je vous prie, balbutia Bilbo, en se tenant nerveusement sur une jambe, d'accepter ceci. Et il présenta un collier d'argent et de perles que Dain lui avait remis comme cadeau d'adieu. En quoi ai-je mérité un tel cadeau, ô hobbit, dit le roi. Eh bien, je me suis dit, voyez-vous, commença Bilbo, plutôt confus, qu'une petite compensation était de rigueur pour votre hospitalité. Je veux dire, même un cambrioleur a ses états d'âme. J'ai bu beaucoup de vin et mangé beaucoup de votre pain. J'accepte votre cadeau, ô Bilbo le Magnifique, dit le roi avec gravité, et je vous nomme ami des elfes et vous donne leur bénédiction. Que votre ombre ne faiblisse jamais, ou voler serait trop facile. Adieu. Les elfes se tournèrent alors vers la forêt, et Bilbo entreprit le long voyage du retour. Il traversa bien des épreuves et des aventures avant de parvenir chez lui. La sauvagerie demeurait tout aussi sauvage, et en ce temps-là, elle était peuplée non seulement de gobelins, mais de bien d'autres créatures. Toutefois, il avait de bons guides et de bons gardes. Le magicien était avec lui, et Béorn aussi pendant une bonne partie du trajet. Et sa vie ne fut plus jamais en danger. Toujours est-il qu'à l'hiver, Gandalf et Bilbo eurent complété la grande boucle autour de la forêt jusqu'aux portes de la maison de Béorn, et ils y séjournèrent tous deux pendant quelque temps. La mi-hiver y fut chaude et agréable, et des hommes des 4 coins du pays vinrent festoyer sur l'invitation de Béorn. Les gobelins des montagnes de brume, désormais rares et craintifs, restaient cachés au plus profond de leur tunnel, et les vargues avaient disparu des bois, si bien que les hommes s'y rendaient sans peur. En fait, Béorn devient par la suite un grand chef de ces régions et gouverna de vastes terres entre les montagnes et la forêt. Et l'on raconte que, durant des générations, les hommes de sa lignée eurent le pouvoir de se changer en ours. Et certains pouvaient être mauvais, mais la plupart avaient bon cœur, comme Béorn, sans être aussi grands et forts. À cette époque, les derniers gobelins furent chassés des montagnes de brume, et une paix nouvelle se répandit à la lisière de la sauvagerie. Le printemps était déjà là, particulièrement doux et ensoleillé, quand Bilbo et Gandalf prirent enfin congé de Béorn. Et même s'il avait hâte de rentrer chez lui, Bilbo partit avec regret, car dans les jardins de Béorn, les fleurs au printemps n'étaient pas moins merveilleuses qu'au cœur de l'été. Après une longue ascension, ils atteignirent ce même col du haut des montagnes où les gobelins les avaient capturés auparavant. Mais cette fois, ils y arrivèrent au matin, et en regardant derrière, un soleil blanc leur révéla toute l'étendue des terres. Là derrière se trouvait Grandpeur, bleuté à l'horizon, mais ses cimes les plus rapprochées étaient d'un vert sombre, même au printemps. La montagne solitaire se dressait dans le lointain, presque hors de vue. Sa plus haute aiguille, encore enneigée, était éclatante de blancheur. Ainsi vient la neige après le feu, et même les dragons connaissent une fin, dit Bilbo.
et il tourna le dos à son aventure. Son côté touque était très las, et le baissa quand lui reprenait chaque jour des forces. « Je ne souhaite plus que retrouver mon propre fauteuil, dit-il. » Chapitre 19 et dernier chapitre, la dernière étape. Au premier jour du mois de mai, les deux voyageurs contemplèrent à nouveau la vallée de Fendeval, où se dressait la dernière ou première maison hospitalière. Cette fois encore, c'était le soir. Leur poney était fatigué, surtout celui qui portait les bagages, et ils avaient tous envie de se reposer. Tandis qu'ils chevauchaient le long du sentier escarpé, Bilbo entendait les chants des elfes dans les arbres, comme s'ils n'avaient jamais cessé depuis son départ. Et à leur arrivée dans les bosquets en contrebas, les elfes entonnèrent une chanson très semblable à celle qui les avait accueillis la dernière fois. Elle ressemblait à peu près à ceci. Le dragon a péri, son armure est fendue, ses os sont engloutis, sa splendeur est déchue. Si un jour, dans les larmes, doit périr le royaume, par la force des armes si convoitées des hommes, ici vivent encore l'herbe et la feuille au vent, l'eau rapide et sonore, et les elfes chantant. Ô tralalaler, regagnez la vallée. L'étoile scintillante vaut mieux que 1000 gemmes, la lune est plus poignante que le blanc argent blême, le feu est plus brillant dans l'âtre du foyer que l'or au gisement. Alors pourquoi chercher? Ô tralalaler, rejoignez la vallée. Mais où donc étiez-vous pour revenir si tard? Quand s'allument chez nous les étoiles du soir? Qu'avez-vous rencontré? Quel danger? Quel écueil? Voyageurs fatigués, les elfes vous accueillent. D'un tralalaler, rejoignez la vallée. Tralalaler, falalaler. Alors les elfes de la vallée allèrent à leur rencontre et les saluèrent, et ils les conduisirent de l'autre côté de l'eau, à la maison d'Elrond. Un chaleureux accueil leur fut réservé, et bien des oreilles se dressèrent ce soir-là pour entendre le récit de leurs aventures. Ce fut Gandalf qui parla, pendant que Bilbo sommeillait tranquillement. Il connaissait presque toute l'histoire, car il y avait participé, et il en avait lui-même raconté de longs bouts à Gandalf sur le chemin du retour dans la maison de Béorn. Mais il lui arrivait d'entrouvrir les yeux et de prêter l'oreille quand le magicien relatait des événements qu'il ne se connaissait pas encore. C'est ainsi qu'il apprit pourquoi Gandalf s'était absenté, car il entendit ce que le magicien confia à Elrond. Il semblait que Gandalf s'était rendu à un grand conseil de magiciens blancs, ses maîtres du savoir et de la bonne magie, et qu'ils avaient enfin chassé le nécromancien de son sinistre repère dans le sud de Grandpeur. Sous peu, disait Gandalf, la forêt deviendra un peu plus saine. Le Nord sera libéré de cette horreur pendant de très longues années, du moins je l'espère. Mais je préférerais qu'il soit banni du monde. Ce serait pour le mieux, en effet, dit Elrond. Mais je crains que cela ne survienne pas dans cet âge du monde, ni dans de nombreux autres à venir. Quand le récit de leur pérégrination fut terminé, il y eut d'autres contes, puis encore d'autres. Des contes d'il y a longtemps, des contes des choses récentes et des contes en dehors du temps. Enfin, la tête de Bilbo retomba sur sa poitrine et il se mit à ronfler confortablement, assis dans un coin. Quand il se réveilla, il était allongé dans un lit blanc, et la lune brillait à travers une fenêtre ouverte. En bas, dehors, de nombreux elfes chantaient d'une voix forte et limpide sur les rives du cours d'eau. « Chantez, joyeuses gens, chantez, chantez en chœur. Le ciel s'épanouit, et la lune est en fleurs. Quand le vent a chassé tous les lambeaux de brume, dans la tour de la nuit, les fenêtres s'allument. Dansez, joyeuses gens, tous ensemble dansez, que dans l'herbe menue, remuant le pied léger, la rivière est argent et fugace les ombres, joyeux le mois de mai et gai notre rencontre. Chantons tout doucement, disons-lui de beaux rêves, faisons que cette nuit soit pour lui une trêve. Repose, voyageur, doux soit ton oreiller, que le saule te berce et l'aune ensommeillée. Tais-toi, pin gémissant, entends notre comptine. Que tout soit silencieux, chêne frêne aubépine, ruisseau, suspends ton cours, attends que l'aube vienne.
Ô lune, couche-toi, laisse la nuit sereine. Eh bien, joyeuses gens, dit Bilbo en regardant par la fenêtre, quelle heure est-il d'après la lune? Votre berceuse aurait de quoi réveiller un gobelin ivre, mais je vous en remercie. Et vos ronflements pourraient réveiller un dragon de pierre, mais nous vous en remercions, répondirent-ils en riant. L'aube approche, et vous dormez depuis la tombée de la nuit. Demain, peut-être votre fatigue aura trouvé son remède. Une petite sieste dans la maison d'Elrond remédie à bien des choses, dit-il. Mais je vais prendre tout le remède qui m'est offert. Encore une fois, bonne nuit, mes beaux amis. Et sur ce, il se remit au lit et dormit jusqu'à tard dans la matinée. Dans cette maison, la fatigue glissa bientôt de ses épaules, et il plaisanta et dansa souvent à toute heure du jour et de la nuit avec les elfes de la vallée. Mais même cet endroit ne put le retenir longtemps, car il aspirait sans cesse à retrouver sa demeure. Ainsi, au bout d'une semaine, il fit ses adieux à Elrond, non sans lui avoir offert quelques petites choses que son hôte voulut bien accepter. Et il reprit la route avec Gandalf. À l'instant même où ils quittaient la vallée, le ciel s'assombrit devant eux à l'ouest, et le vent et la pluie vinrent à leur rencontre. « Joyeux le mois de mai !» dit Bilbo, alors que la pluie lui fouettait le visage. « Mais nous tournons le dos aux légendes et nous rentrons à la maison. Je suppose qu'il s'agit là d'un avant-goût. » « Il y a encore une longue route à faire, dit Gandalf. « Mais c'est la dernière, répondit Bilbo. Ils parvinrent à la rive qui marquait l'ultime frontière de la sauvagerie, et au gué sous la haute berge, dont vous vous souvenez peut-être. Les eaux étaient gonflées de la fonte des neiges et des pluies diluviennes. Mais ils les franchirent tant bien que mal, et se hâtèrent d'entreprendre, à la tombée de la nuit, la dernière étape de leur voyage. Celle-ci se déroula de manière semblable à l'aller, sauf que leur compagnie était moins nombreuse et plus silencieuse. Mais cette fois, il n'y eut pas de trolls. À chaque détour de la route, Bilbo se souvenait des événements et des conversations de l'année précédente. À ses yeux, cela semblait faire plutôt 10 ans. De sorte qu'il ne put manquer de reconnaître l'endroit où le poney était tombé à la rivière et où ils avaient quitté la route pour tomber aux mains de Tom, Hubert et Léon. Non loin, en bordure du chemin, ils trouvèrent l'or des trolls qu'ils avaient enterré et auquel personne n'avait touché depuis. « J'en ai assez pour vivre confortablement jusqu'à la fin de mes jours, » dit Bilbo quand ils l'eurent déterré. « Vous feriez mieux de le prendre, Gandalf. Je ne doute pas que vous puissiez lui trouver une utilité. »« Vous ne vous trompez pas, » dit le magicien. « Mais à chacun sa part, vous aurez peut-être des dépenses imprévues. » Ils mirent donc l'or dans des sacs et les jetèrent sur le dos des poneys, qui n'appréciaient pas du tout. Leur progression fut ralentie car ils allèrent à pied la plupart du temps. Mais les terres étaient vertes, et il y avait beaucoup d'herbe à travers laquelle le hobbit se promenait avec consentement. Avec contentement, non consentement, avec contentement. Il s'essuyait la figure avec un mouchoir de soie rouge. Non, pas un seul des siens n'avait survécu. Il avait emprunté celui-ci à Elrond. Car le mois de juin apportait l'été, et les journées redevenaient chaudes et ensoleillées. Puisque toutes les choses ont une fin, même cette histoire, le jour arriva où Bilbo aperçut enfin son pays natal, celui où il avait grandi, où la forme des terres et des arbres lui était aussi familière que celle de ses doigts et de ses orteils. Parvenu en haut d'une côte, il put voir au loin sa propre colline, et soudain il s'arrêta et dit « La route se poursuit toujours, sous l'arbre vert et sur la pierre, dans l'antre où jamais ne fait jour, par les cours d'eau cherchant la mer, sur la neige à l'hiver semée, parmi les jolies fleurs de juin, sur l'herbe et les chemins pavés, et sous les montagnes d'airain. La route se poursuit toujours sous les nuages étoilés, mais les pieds là au carrefour prennent le chemin du foyer. Ainsi le regard aguerri, à l'horreur des salles de pierre, se pose enfin sur la prairie et les collines familières. » Gandalf le regarda. « Mon cher Bilbo, dit-il, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'êtes plus le hobbit que vous étiez. » Ils franchirent alors le pont, passèrent le moulin sur la rivière, et s'arrêtèrent tout juste devant la porte du hobbit. « Ma parole, que se passe-t-il » s'écria Bilbo. Il régnait une grande agitation et des gens de toutes sortes, respectables et moins respectables, étaient massés devant la porte, et nombre d'entre eux entraient et sortaient, sans même s'essuyer les pieds sur le paillasson, comme Bilbo le constata avec agacement. S'il fut surpris de les trouver là, les visiteurs furent encore plus étonnés que lui. Il était revenu au milieu d'une vente aux enchères. Il y avait un grand écriteau rouge et noir accroché à la barrière, annonçant que le 22 juin, Monsieur Fouisseur et Terrier, vendrait à l'encan les biens de feu Monsieur Bilbo Bessac, de Cul-de-Sac sous colline, à Hobbitville. La vente devait commencer à 10 heures tapantes.
Mais il était presque midi, la plupart de ses affaires avaient déjà été vendues à différents prix. Pour un rien comme pour une bagatelle, comme c'est souvent le cas dans les ventes aux enchères. Les cousins de Bilbo, les Besac d'Escarcelle, en étaient à mesurer les pièces de sa maison pour voir si leur mobilier rentrerait. Bref, Bilbo était présumé mort, et ceux qui prétendaient regretter cette méprise n'étaient pas nécessairement heureux d'être trompés. Le retour de M. Bilbo Bessac causa un grand émoi tant sur la colline qu'au-delà, et de l'autre côté de l'eau. Et ce fut beaucoup plus qu'un feu de paille. Les ennuis juridiques, en fait, durèrent des années. Il fallut une éternité pour faire admettre que M. Bessac était bel et bien vivant. Ceux qui avaient le plus profité de l'aubaine le jour de la vente ne furent pas facilement convaincus. Et en définitive, pour gagner du temps, Bilbo dut racheter une bonne partie de son propre mobilier. Bon nombre de ses cuillères d'argent avaient mystérieusement disparu et ne furent jamais retrouvées. De son côté, il soupçonnait les Besac d'Escarcelle. Ces derniers, quant à eux, refusèrent toujours d'admettre que celui qui était revenu, était l'authentique Bilbo Bessac, et ils ne furent plus jamais en bon terme avec lui. C'est que, voyez-vous, ils auraient vraiment aimé emménager dans son luxueux trou de hobbit. En fait, Bilbo comprit qu'il avait perdu non seulement ses cuillères, mais aussi sa réputation. Certes, il demeura à jamais un ami des elfes, et fut toujours considéré avec honneur par les nains, les magiciens et autres étranges personnages qui passèrent par là. Mais il n'était plus tout à fait respectable. La plupart des hobbits de son voisinage le prenaient d'ailleurs pour un excentrique. Tous, sauf ses neveux et nièces du côté Touk, encore que leur aîné n'ait pas approuvé cette amitié. Je dois admettre qu'il n'en souciait guère. Il ne demandait pas mieux, et le son de sa bouilloire dans l'âtre semblait plus mélodieux qu'il ne l'avait jamais été, même au jour paisible d'avant la fête inattendue. Il accrocha son épée au-dessus de la cheminée, sa cotte de maille fut installée sur un buste dans le hall d'entrée, jusqu'à ce qu'il le prête à un musée. Son or et son argent furent surtout dépensés en cadeaux, parfois utiles, parfois extravagants, ce qui explique en partie l'affection que lui portaient ses neveux et nièces. Son anneau magique resta un grand secret, car il s'en servait principalement pour échapper aux visiteurs indésirables. Il se mit à écrire de la poésie et à fréquenter les elfes. Et même si bien souvent les gens secouaient la tête et se touchaient le front en disant « Pauvre vieux Bessac !» et que la plupart ne croyaient pas à ces histoires, il demeura heureux jusqu'à la fin de ses jours qui furent d'une extraordinaire longévité. Un soir d'automne, quelques années plus tard, Bilbo était assis dans son bureau, occupé à rédiger ses mémoires. Il songeait à les appeler « Un aller et retour, les vacances d'un hobbit », quand on sonna à la porte. C'était Gandalf accompagné d'un nain. Et ce nain n'était nul autre que Balin. « Entrez, entrez !» dit Bilbo. Ils furent bientôt installés dans des fauteuils au coin du feu. Si Balin remarqua que le gilet de M. Bessac était nettement plus bombé et agrémenté de vrais boutons d'or, Bilbo vit aussi que la barbe de Balin était plus longue de plusieurs pouces et que sa ceinture, ornée de pierreries, était d'une magnificence toute particulière. Ils se remémorèrent leurs aventures, bien entendu, et Bilbo demanda comment allaient les choses autour de la montagne. Il semblait qu'elles allaient bien. Bard avait rebâti la ville ovale, et des hommes venus du lac, du sud et de l'ouest s'étaient joints à lui. Toute la vallée s'était enrichie du labour des terres, et la désolation était désormais remplie d'oiseaux et de fleurs au printemps, et de fruits et d'abondance à l'automne. Le bourg du lac était reconstruit, et plus prospère que jamais, et beaucoup de richesses sillonnaient la rivière courante, et l'amitié régnait là, entre les elfes, les nains et les hommes. L'ancien bourgmestre avait connu une triste fin. Bard lui avait donné beaucoup d'or afin de soutenir les gens du lac, mais étant de ceux qui tombent facilement dans ce piège, il succomba au mal du dragon et s'enfuit en emportant la plus grande partie de l'or, et mourut de faim dans la désolation, abandonné par ses complices. Le nouveau bourgmestre est d'une autre trempe, dit Balin. Il est plus sage et très populaire, car bien sûr il reçoit tout le mérite de la prospérité actuelle. Les gens font des chansons qui disent que de son temps, les rivières sont dorées. Alors les prophéties des vieilles chansons se sont réalisées, en quelque sorte, dit Bilbo. Bien sûr, dit Gandalf. Et pourquoi ne se réaliseraient-elles pas? Vous n'allez tout de même pas les mettre en doute, simplement parce que vous avez contribué à ce qu'elles se concrétisent. Pensez-vous réellement que toutes vos aventures et vos péripéties ont été dictées par la chance, uniquement dans votre intérêt? Vous êtes quelqu'un de très bien, monsieur Bessac, et je vous aime beaucoup. Mais en réalité, vous n'êtes vraiment qu'un tout petit bonhomme dans un monde bien plus vaste. Heureusement, dit Bilbo en riant, et lui tendit le pot à tabac.